Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 6 de droit, la personne physique et la personne morale. Tout d'abord, intéressons-nous à la notion de responsabilité civile. La responsabilité civile, cela signifie simplement qu'une personne est responsable devant la loi. Lorsqu'une personne, par exemple, commet un acte juridique, c'est-à-dire un acte dont les conséquences juridiques sont voulues, comme un contrat de vente, un contrat de mariage, le fait de donner une procuration, le fait de signer un testament, elle engage sa personne à respecter les accords conclus. Pour un fait juridique, c'est-à-dire un événement dont les conséquences juridiques ne sont pas voulues, comme par exemple un vol, la personne va peut-être commettre et sûrement intentionnellement le vol, mais le fait d'avoir des conséquences juridiques comme peut-être des dommages et intérêts, le fait d'avoir un procès, le fait éventuellement d'aller en prison en fonction de la gravité du vol, tout cela, ce n'est pas voulu par la personne. C'est pour ça qu'on parle de fait juridique. En revanche, il y a un dommage qui engage la personne à le réparer. Et ça pour l'acte comme pour le fait. Intéressons-nous à présent à la notion de capacité juridique. La capacité juridique, c'est simplement le fait pour un individu d'être capable soit d'agir en justice, comme le fait d'aller porter plainte, soit de signer un contrat. C'est en tout cas le fait d'être capable d'assumer ses responsabilités et de répondre de ses actes devant la loi. Et c'est ainsi que nous arrivons à la notion de personnalité juridique. La personnalité juridique, c'est simplement le fait de considérer les individus comme des sujets de droit différents et indépendants les uns des autres. Il y a deux types de personnes en droit, la personne physique et la personne morale. Intéressons-nous tout d'abord à la personne physique. Une personne physique, c'est un individu qui va être identifié par un nom de famille, suivi d'un ou plusieurs prénoms, et d'une adresse personnelle, un domicile. La personne physique, elle a ce qu'on appelle sa capacité juridique, qu'on va distinguer en deux points. La capacité de jouissance, c'est-à-dire le fait d'être titulaire de ses droits. Par exemple, le droit de vote. Une personne a le droit de voter, mais rien ne l'oblige à le faire. Il y a aussi la capacité d'exercice, c'est-à-dire la capacité d'exercer ses droits. Le fait d'aller voter, c'est le fait d'exercer son droit de vote. Une personne physique, elle a également un patrimoine. On lui attribue un patrimoine qui va être composé d'un actif, c'est-à-dire des biens qu'elle possède, que ce soit des biens immobiliers, des biens mobiliers ou des biens immatériels. Elle a aussi dans son patrimoine ce qu'on appelle le passif, c'est-à-dire les dettes et les obligations qu'elle a contractées. Cependant, il existe certaines exceptions et certaines restrictions à la capacité juridique. C'est ce que l'on va appeler l'incapacité juridique. Elle concerne les mineurs, mais également certains majeurs, les majeurs dits protégés, c'est-à-dire des personnes dont les capacités mentales sont altérées soit par la maladie, soit par une infirmité, ou encore à cause de l'âge. L'incapacité juridique va se décliner de deux manières. Il y a d'abord l'incapacité de jouissance, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas titulaires de certains droits, comme par exemple le droit de vote pour les mineurs, mais il y a également l'incapacité d'exercice, c'est-à-dire que pour certains actes administratifs ou l'administration de leurs biens, certaines personnes vont avoir besoin d'autres personnes, comme par exemple pour les mineurs, leurs parents ou leurs représentants légaux. De même pour les majeurs protégés, une tierce personne désignée qui va pouvoir les accompagner dans leur démarche administrative, signer leurs actes administratifs ou administrer leurs biens. En revanche, il existe certains droits, comme par exemple la vente ou l'achat immobilier, qui ne sont pas ouvertes aux personnes mineures.
Tournons-nous enfin vers les personnes morales. Les personnes morales sont des entités juridiques abstraites qui peuvent être soit de droit public, c'est le cas pour l'État, les collectivités territoriales, les administrations publiques comme les lycées, les hôpitaux, etc., ou bien de droit privé, c'est le cas pour les entreprises et les associations. Les personnes morales vont être identifiées grâce à leur dénomination sociale, c'est-à-dire leur nom, grâce à leur siège social, c'est-à-dire leur domicile, et leur nationalité qui dépendra de là où se trouve le siège social. La capacité juridique des personnes morales démarre pour les entreprises à partir du moment où elles sont immatriculées auprès du registre du commerce et des sociétés, et pour les associations à partir du moment où elles vont être déclarées au greffe des associations de la préfecture du département où se trouve leur siège social. Cela leur ouvre donc des droits, mais nous allons voir qu'il y a des spécificités au niveau de la capacité juridique. Au niveau de la capacité de jouissance, quand les entreprises vont se déclarer au registre du commerce et des sociétés ou quand les associations vont se déclarer en préfecture, elles vont définir dans leur statut un objet social, c'est-à-dire un domaine d'activité. Et la capacité de jouissance va être encadrée strictement par cet objet social, dans la mesure où seuls les actes utiles à l'objet social vont ouvrir la capacité de jouissance aux personnes morales. Par exemple, le fait d'ouvrir un compte bancaire. Pour la capacité d'exercice, on va considérer qu'elle est totale. Cependant, tous les actes et tous les contrats qui vont être signés vont passer par le biais de personnes physiques qui vont être des représentants légaux inscrits dans les statuts déposés au registre du commerce et des sociétés ou en préfecture par les personnes morales. Pour terminer, un mot sur le patrimoine. En effet, les personnes morales ont un patrimoine distinct qui va être composé d'un actif social, c'est-à-dire des biens détenus par l'organisation, et des créances qu'elle peut avoir sur d'autres personnes, mais aussi d'un passif social qui va être des dettes et des charges contractées par la personne morale.